Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors au programme de cette semaine, le PLFSS 2024 et la PPL Valtou, un retour sur les deux dernières réunions techniques avec la CNAM et la négociation économique avec l'assurance maladie. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, le PLFSS 2024 et la proposition de loi Valtou poursuivent leur parcours parlementaire. Est-ce que tu as des informations à nous communiquer sur l'évolution de ces deux textes? Oui, alors on va commencer par le PLFSS. Le PLFSS, donc, il est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. La Première ministre a déclenché le 49.3 sur le volet recettes du texte. Reste à examiner le volet dépenses, c'est-à-dire les mesures qui nous concernent en termes de nouveaux actes pour l'année prochaine. Vous savez, sur la délivrance de médicaments suite à fraude, ça c'est dans le volet dépenses. Sur le volet recettes, donc on a à peu près tout dit. La seule innovation dans le volet recettes, c'est le, la modification suite à la demande de l'INAPL-UDP, de l'assiette de la CSG, j'en ai parlé déjà dans ce live, pour générer des droits à retraite. Ça ne va pas modifier radicalement les choses pour les pharmaciens d'officine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense qu'il va falloir que la caisse d'assurance de vieillesse des pharmaciens travaille sur ce texte parce qu'on a des adaptations à faire pour notre profession si on veut que ce soit bénéfique pour nous. Donc ça, c'est le volet recettes. Sur le volet dépenses, il va passer à l'Assemblée en début de semaine prochaine. Et nul doute que la Première ministre déclenchera à nouveau le 49.3 sur ce volet, de telle manière à ce que l'ensemble du texte écrit par le gouvernement parte au Sénat pour l'examen au Sénat et suivre son parcours. Comme je vous l'ai dit déjà dans ce live, les 5000 amendements qu'ont réalisé l'ensemble des députés, plus ou moins écrits par les uns et les autres, ont donc été tous mis à la poubelle. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le PLFSS. Sur la loi Valtou, qui est une loi pour l'accès aux soins, qui a été examinée au Sénat et votée en première lecture au Sénat. Elle a été complètement réécrite, on va dire, au Sénat, en enlevant un certain nombre de mesures qui étaient contraignantes pour nos amis médecins, puisque le ministre de la Santé a indiqué qu'il ne souhaitait pas avoir de grandes évolutions législatives vu que la négociation conventionnelle avec les médecins s'ouvre. Le texte va partir maintenant en commission mixte paritaire. À noter que la FSPF avait proposé aux sénateurs euh, deux amendements concernant une évolution de la permanence des soins. Ces amendements n'ont pas été soutenus en séance parce que le sénateur qu'ils avaient déposé n'était malheureusement pas présent au moment de l'examen des textes. Pour autant, ils avaient été soutenus par la commission des affaires sociales, donc ils avaient été approuvés, avis favorable de la commission des affaires sociales, ce qui est très intéressant parce que ça va nous permettre maintenant de reprendre ces amendements et de les travailler avec le gouvernement, puisqu'on voit que à la fois les pharmaciens et les parlementaires sont d'accord sur le fait qu'il y a un sujet autour d'une réforme de la permanence des soins. Moi, personnellement, ça me va bien ce timing parce que si le sujet est extrêmement important, c'est un sujet qui est tellement sérieux qu'il nécessite qu'on soit tous d'accord avant de le porter. Donc, la loi Valtou on a respecté, enfin, on est obligé de suivre le calendrier des parlementaires, hein. Mais moi, je trouvais plus confortable pour le Bureau national de passer devant nos instances, c'est-à-dire le Conseil d'administration et l'Assemblée générale de novembre, et on aura ainsi le temps de prendre le prochain vecteur législatif. Voilà. Très bien. Alors, Philippe, sinon, la fédération a participé à deux réunions techniques en octobre avec la CNAM, qu'on appelle le Comité technique permanent paritaire national, le CTPPN. La dernière a eu lieu hier après-midi. Que peut-on retenir de ces réunions? Alors, ces réunions, on peut en retenir.
qu'il y a trop de points pour les aborder tous et qu'à chaque fois, on est frustré parce que on a vraiment tellement de choses à faire au niveau technique avec l'assurance maladie qu'on n'arrive pas à traiter tous les sujets. Pour être un petit peu, pour parler de la réunion d'hier essentiellement, on a traité le sujet des ordonnances numériques. Nous avons actuellement 2 éditeurs de logiciels qui sont en phase de déploiement chez les pharmaciens et 6 ou 7 logiciels médecins qui sont en phase de déploiement. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on va vraiment commencer à avoir des ordonnances numériques dans pas mal de pharmacies. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de pharmacies qui ont été confrontées à une ordonnance numérique. Il y en a 600 sur 646, je crois, sur les 20 000 officines françaises. Mais ça va monter puisque là, actuellement, on a deux éditeurs logiciels, je vous dis, importants qui déploient et pas mal de logiciels médecins. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. A priori, ça se passe bien d'après nos interlocuteurs de l'assurance maladie. Et je dois vous dire, hein, ce que je leur ai dit moi, hein, c'est que je parle savamment depuis maintenant 3 ans de l'ordonnance numérique. J'aimerais bien en voir une pour voir à quoi ça ressemble, en vrai, en tant que pharmacien. Et dès que j'en aurais vu une et que j'aurais vu le process, eh ben, au lieu d'en parler comme d'un objet dont je n'ai vu très abstrait, je pourrais voir concrètement qu'est-ce que c'est et puis avoir une meilleure opinion de sujets un peu comme vous tous et toutes, chers confrères et consoeurs. On a parlé de messagerie sécurisée de santé. Alors, vous savez que c'est l'histoire des boîtes aux lettres organisationnelles. On a actuellement à peu près 7000 officines qui sont dotées de boîtes aux lettres organisationnelles. Ça augmente, mais ce n'est pas suffisant. D'une part, parce que les éditeurs de logiciels devraient comment dire, intégrer mieux ces boîtes aux lettres organisationnelles dans nos environnements. Et d'autre part, parce que les ARS avec des dispositifs, des grades ou grades, c'est comme la NUP et la NUPES, je n'ai jamais su si on peut dire grade ou grades, devraient les remettre à disposition gratuite des pharmaciens. En tout cas, il vous faut vous équiper d'une boîte aux lettres organisationnelle. Vous allez recevoir des ordonnances des gens dans les temps à venir. On a traité du sujet des médicaments onéreux et là, on s'est fâché forcément parce que ce que nous avons signé dans la convention, c'est que dès qu'il y a doute dans une délivrance d'un produit cher, donc au-dessus de 300 euros, il faut mettre la mention ordonnance est vérifiée quand on a fait le maximum de ce que nous pouvons faire pour vérifier l'ordonnance. Ça concerne tous de notre point de vue de syndicat, ça concernait tous les cas où il y avait litige potentiel et pas forcément les patients qu'on voit tous les mois qui sont des patients par exemple cancéreux et dont on donne le traitement tous les mois. Bon. Du point de vue de certaines caisses d'assurance maladie, en fait, l'absence de cette mention vaut potentiellement indu. Donc nous ne sommes évidemment pas d'accord avec ça. Mais 2 choses. La première, c'est que évidemment, on va se bagarrer pour clarifier les choses par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vous devez mettre la mention et faire les meilleurs efforts pour vérifier que l'ordonnance n'est pas frauduleuse et mettre cette mention. C'est une mention qui est protectrice en réalité, puisque si vous avez fait vos meilleurs efforts et que l'ordonnance est en réalité un faux malgré tout, eh bien, vous allez être quand même remboursé du médicament, alors que sinon, vous allez être recherché en indu si vous n'avez pas fait le travail. Donc, c'est protecteur. Donc, il faut le faire. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut le faire à chaque médicament de plus de 300 euros? À ce moment-là, il va falloir qu'on fasse un tampon hein, pour faire ça systématiquement. Ce n'était pas l'esprit tel qu'on l'avait vu. On va traiter ça maintenant en commission paritaire nationale, puisque le principe de ces CTTPN, de ces commissions techniques, c'est que nous, on aborde le sujet avec les services de la caisse, mais dès lors qu'il n'y a pas une solution évidente, ça remonte
à la commission paritaire nationale et c'est le directeur de l'assurance maladie qui prend une décision. Donc, prochaine CPN, on aura une décision sur ce point. On nous a exposé alors deux dispositifs sur lesquels je vais être bref, mais qui sont deux dispositifs qui sont actuellement qui sont ou qui vont être sur le portail d'Amélie Pro. Le premier qui est le dispositif ASAFO, qui est un dispositif qui permet de transmettre et de connaître l'état des lieux des ordonnances falsifiées. Et le deuxième, qui est un téléservice d'aide à la détection d'atypie de consommation. Alors ça signifie que quand vous allez vous connecter sur Amélie Pro, vous allez voir les atypies de consommation sur les bandelettes de glycémie, les capteurs de glucose, le Subutex, des médicaments anticancéreux. Voilà, tout ça, ce serait sur le portail Amélie Pro. Et nous avons dit que nous sommes très intéressés par ces sujets, mais que si on veut les traiter de façon pharmaceutique, par rapport à notre exercice au comptoir, il faut qu'ils soient intégrés au logiciel métier et que ça remonte comme alerte au moment, au moment où nous occupons une ordonnance. On ne va pas aller à chaque fois sur Amélie Pro regarder si tel ou tel patient est en atypie de consommation. Donc ils l'ont entendu et pris, mais néanmoins, ils vont vouloir faire des tests pour savoir et donc avoir des volontaires pour savoir si le dispositif tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire sur le portail et pas intégré au logiciel, nous convient, s'il est améliorable. Oui, on va faire les travaux là-dessus, mais il est hors de question de discuter d'une opposabilité de ces dispositifs ou d'un traitement conventionnel de ces dispositifs avant qu'ils soient intégrés dans le logiciel métier et testés de façon parfaite. Donc, bref, voilà ce qu'on a fait, Valérian. On a fait plein d'autres choses. On a aussi répondu à nos demandes. Je pense qu'on va faire une circulaire parce que sinon, je vais passer l'après-midi à vous raconter les CDTPN. Oui. Mais notamment, on doit répondre sur l'histoire des décrets manquants pour les renouvellements exceptionnels de 1 mois et de 3 mois, d'une part. On a aussi l'assurance maladie qui se réveille trop tard pour nous réclamer 191 euros pour le matériel permettant les mises à jour des cartes vitales. Donc ça aussi, c'est un sujet puisque pas mal de pharmaciens demandent, pas mal de caisses demandent aux pharmaciens de rembourser. Donc le message est clair, ne remboursez pas. Les caisses sont hors délai pour réclamer depuis décembre 2022. C'est trop tard, ils auraient dû réclamer avant. Voilà, et puis plein d'autres choses. On fera une circulaire sur le sujet. Alors maintenant, les négociations économiques avec l'assurance maladie, quelles sont les premières conclusions des échanges préparatoires avec l'USPO et quelles sont les actions menées par les syndicats départementaux pour peser sur les discussions à venir? Alors, il y a pas mal de syndicats départementaux qui ont déjà produit des actions, notamment au travers des commissions paritaires locales ou d'interpellation des élus. Et pas mal de syndicats départementaux nous ont remonté leurs idées de revendications potentielles ou d'actions potentielles de mobilisation. Nous avons fait également une réunion avec l'USPO, les étudiants, les doyens et les représentants des groupements. Donc, on a fait une conférence de presse commune à cet effet suite à la réunion où nous avons annoncé que le mois de novembre serait le mois de la mobilisation, éventuellement d'une mobilisation physique, si nous n'avions pas l'ouverture de la négociation comme promis. Et il y a un deuxième sujet qui est celui de la réforme des études, qui est nécessaire pour l'attractivité de l'officine. Vous savez qu'on manque de bras en officine, et là aussi, il y a des promesses non tenues par le gouvernement. Et donc, nous avons un peu une convergence des luttes avec les étudiants sur les sujets d'attractivité, de nécessaires meilleures rémunérations et de nécessaires réformes des études. Et donc, tout ça fait que nous allons
Ces deux sujets concourent au même objectif, qui est de conserver le maillage territorial au service des patients dans les officines. Donc, nous sommes d'accord pour faire, si jamais on n'est pas entendu, mais très rapidement, hein, des actions physiques au mois de novembre. On a un conseil d'administration, nous, le 8, qui sera amené à statuer et l'Assemblée générale de la fédération fin novembre, s'il faut aller plus loin que les actions envisagées pendant le mois de novembre. Donc, on vous tient bien sûr au courant de tout ça. Merci. Je te propose maintenant de répondre à la question de Marie-Claire Denoël, coprésidente du syndicat des pharmaciens de l'Ille-et-Vilaine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je suis Marie-Claire Denoël, coprésidente du syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine. La campagne de vaccination contre la grippe connaît une forte affluence. As-tu des chiffres à nous partager? Merci pour ta réponse. Alors Philippe, cette campagne de vaccination grippe, On est j'ai les datas au jour le jour sur cette campagne de vaccination grippe. Et donc, à aujourd'hui, on est à 9 jours après le début de la campagne. Enfin, les chiffres que j'ai sont les 9 premiers jours de la campagne. Sur les 9 premiers jours de la campagne, on peut dire deux choses, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes en retard par rapport à l'année dernière, qui était déjà pourtant un début très mou de la campagne antigrippale sur la délivrance des doses. On est à moins 16% par rapport à l'année dernière en délivrance de doses. En revanche, au niveau de l'effection par les pharmaciens, on en a fait 100 000 de plus que l'année dernière. Donc, on est à plus 10% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est assez perturbant pour moi parce qu'on voit que les pharmaciens sont très investis donc dans la vaccination cette année, mais les gens ne viennent pas chercher les doses. Donc, c'est un sujet. Je vais faire remonter ces datas au ministère de la Santé. Il va falloir très probablement. En plus, on va rentrer dans les semaines de vacances scolaires qui ne vont rien arranger sur ce sujet, mais il faut que la campagne de vaccination, la communication autour de cette campagne aille beaucoup plus fort. Voilà les données que j'ai à aujourd'hui sur la vaccination. alors, Philippe, maintenant on passe aux questions des internautes. Alors, dans les questions des internautes, justement, je lisais l'intervention de ce jour, non, d'il y a 13 heures, oui, donc c'était hier. Un petit ras-le-bol sur les pharmacies qui coulent, qui nous appelle un petit peu à intervenir. Bah oui, évidemment. Enfin, moi, chaque fois que j'ai une, une interpellation d'un pharmacien individuel qui est dans une souffrance économique telle, j'ai des amis qui sont comme tout le monde, qui sont dans ce cas-là, on est absolument, enfin, on est catastrophé. Et la problématique que nous avons, nous, en termes de représentation professionnelle, hein, c'est que on comprend que même si on obtient 1 milliard d'euros de réévaluation, qui est notre volonté, hein, notre souhait, cette somme-là, bah, ça correspond à peu près à 50 000 euros par officine, et elle sera progressivement donnée dans l'économie officinale et à partir en tout cas de la fin de l'année 2024. Donc malheureusement, pour les gens qui sont déjà en procédure, ce n'est pas ce dispositif qui va les sortir de la difficulté dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc ça, ces dispositifs individuels doivent être pris. Et ça, il n'y a que les banques, qu'il n'y a que les solutions liées aux procédures judiciaires qui peuvent permettre de passer le cap.
Donc il faut pas, et ça, il faut pas hésiter à prendre appui sur des spécialistes dans la question individuelle et ne pas avoir peur des procédures individuelles que sont les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elles peuvent permettre de passer pas mal de caps. Euh, voilà. Question de Johan Mauduit qui l'avait déjà posée la semaine dernière, on a dû oublier d'y répondre. La rémunération de 2,10 € pour la prescription sera-t-elle réévaluée avec le PLFSS? Avec le PLFSS, non. Avec la Convention, j'espère. En fait, ce n'est pas de nature de la loi, puisque c'est les partenaires conventionnels qui fixent les tarifs des actes. Euh, et effectivement, c'est bien dans notre feuille de route de demander une réévaluation de l'acte de prescription et administration de vaccin qui est actuellement à 9,60. Une question de Nicolas Bonnet pour se procurer les posters type à appliquer dans une officine pour sensibiliser à nos difficultés. Je pense que tous Oui, ces ouais. éléments-là, Ben, évidemment, ça fait partie des actions qu'on va mener en novembre. Et bien sûr, on vous les mettra à disposition dès qu'ils seront finalisés. très bien. Et enfin, Caroline Maris qui nous fait remarquer que les patients, je pense qu'elle fait allusion au dispositif qui va être mis en place pour la détection des atypies, qui s'inquiète justement de voir peut-être des patients passer un petit peu plus d'agressivité au comptoir, parce que ce sont justement ces patients-là un petit peu problématiques. C'est vrai que moi je le vois plutôt différemment, plus comme une aide à la détection des atypies, des patients qu'on ne connaît pas ne sont pas forcément a priori tout de suite violents, mais ça nous permet au moins de savoir si ce sont des patients qui risquent de générer des problèmes après dans les remboursements, par exemple. Oui, mais ça, c'est vrai aussi que la gestion de l'agressivité au comptoir est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et donc, bien pris ce point-là. Je voulais vous dire deux choses avant de vous quitter. La première, c'est que le replay du webinaire que nous avons effectué donc mercredi pour donner les enjeux de la négociation conventionnelle est en ligne. Donc vous pouvez l'écouter. Vous y verrez pas mal de tableaux aussi intéressants sur l'économie que je vous conseille. Euh, il va être dispo sous le live d'aujourd'hui, donc vous allez pouvoir cliquer dessus et pour y aller. Et enfin, vous indiquer que, compte tenu du 1er novembre de la semaine prochaine, on va faire une semaine de pause sur le 1345. On vous retrouvera la semaine suivante, dès le mardi soir, pour en live, un live sur les amphis de l'officine consacrés au dossier pharmaceutique, aux innovations du dossier pharmaceutique, en collaboration avec notre ordre. Et puis, on vous retrouvera ensuite sur le 1345 dans 2 semaines. Voilà. Merci Philippe. Merci également à Marie-Claire pour sa question vidéo. Rendez-vous donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, toujours à 13h45. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir et puis bon week-end.